Le cercle RH, notre débat d'actu, avec beaucoup de choses aujourd'hui parce que l'actualité a été très riche, avec un mot, le pouvoir d'achat et l'inflation. Regardez ce chiffre, parce que l'inflation dérape. C'est assez inquiétant, les économistes disent que ça ne va pas durer, mais l'inflation est à 2,1. On l'a vu évidemment récemment avec les hausses de gaz, d'électricité, des produits de bricolage, le bois. Tous ces produits ont augmenté, et je ne parle pas de l'essence, parce que l'essence, évidemment, progresse de semaine en semaine. C'est un sujet, on va parler de pouvoir d'achat, de la pénurie de main-d'œuvre, qui est un thème au cœur de l'actualité. Puis on parlera aussi, et j'espère qu'on aura le temps d'en parler avec mes invités, du chômage de longue durée et de ce plan de formation enclenché par le gouvernement, 1,4 milliard, pour accompagner les salariés dans leur employabilité, c'est-à-dire leur transfert vers des secteurs sous tension. On en parle avec 3 invités aujourd'hui. Olivia Copin, merci d'être là. Vous êtes CEO de Just Business. Just Business ou Just Business ? Just Business. Just Business, moi ça me plaît bien aussi. Conseil en transformation éthique, positive, leadership et communication responsable. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À mes côtés, Valérie Ohanessian. Bonjour Valérie. Vous êtes directrice générale de la Société française des analystes financiers, la SFAF, administratrice de la Fondation Concorde. Je m'arrête là pour la liste parce que vous travaillez aussi beaucoup sur la médiation à travers un livre qu'on avait présenté il y a quelques mois maintenant. Benjamin Zimmer, merci de nous rejoindre. C'est la première fois que vous venez dans le cercle très fermé des experts, directeur délégué de Silver Alliance et vice-président d'entreprise et progrès. Un mot sur l'inflation, juste votre réaction, parce que on sent que le sujet monte, parce que l'inflation, au-delà du chiffre économique, c'est aussi du mécontentement. Des salariés, par exemple, des consommateurs. Oui, Valérie ? Oui, il y a une logique de reprise, de rattrapage et surtout une augmentation des prix des matières premières, puisque l'inflation est liée à cette augmentation du prix des matières premières. Donc il faut voir dans le temps ce que ça donne, mais ça peut en effet générer des... Les gilets jaunes avaient démarré sur l'essence. Oui, alors il n'y avait pas que l'essence dans les gilets jaunes, il y avait également les 80 km/h. C'est vrai. C'était une révolte d'automobilistes plus qu'une révolte... Et de retraités au départ, rappelons-le. Fiscale. Mais voilà, c'est vrai qu'en plus, on n'était plus habitué depuis longtemps à cette notion d'inflation que nous avions un peu perdu de vue. C'est vrai. L'inflation inquiétante. Je dirais sur les incidences quotidiennes, parce que les Français sont très sensibles à cette question d'inflation. Les salariés aussi, c'est pour ça qu'on va parler de pouvoir d'achat d'ailleurs. Évidemment que c'est inquiétant, mais c'était effectivement inéluctable compte tenu du fait qu'on a débranché l'économie pendant trop de mois. C'était annoncé. C'était annoncé. On savait qu'on aurait des moments difficiles. Ils sont devant nous. Maintenant, il faut effectivement réfléchir à des alternatives pour essayer de compenser cette perte de pouvoir d'achat, parce que finalement, ça va être une perte de pouvoir d'achat pour... Et vous me faites la transition. C'est pour ça que je démarrais par l'inflation, parce que l'inflation, c'est automatiquement dans la bouche des salariés l'idée que leur salaire ne va pas progresser, mais qu'en même temps, ils vont avoir des surcoûts de consommation énergétique, pour se déplacer. Comment vous regardez cette équation entre pouvoir d'achat et inflation ? Parce que immédiatement, le gouvernement a réagi, parce qu'il a décidé d'annoncer ce soir, le Premier ministre va faire des annonces très concrètes avec le chèque énergie notamment. Oui, bien sûr, parce que c'est d'abord un risque économique, comme vous l'avez dit, mais c'est toujours aussi un risque politique, puisqu'évidemment, l'inflation a un impact directement sur le pouvoir d'achat, et ça va être un des sujets clés de l'année présidentielle qui s'annonce. Et effectivement, vous l'avez rappelé à juste titre, aujourd'hui, le mécontentement, il peut venir de n'importe qui. Donc la difficulté pour le gouvernement, c'est d'éviter évidemment ce basculement vers une gronde sociale qui a été annoncé aussi depuis un moment. Donc on pensait être face à un mur de la dette, ce n'est pas arrivé. Aujourd'hui, il y a d'autres sujets qui sont très sensibles. On est dans la reprise économique, c'est d'ailleurs un grand paradoxe. Valérie Ohanessian, rentrons dans le vif du sujet. Les économistes, ceux qui font de l'économie et pas de politique, disent attention, il faut faire attention, parce que si on augmente trop vite les salaires, automatiquement on enclenche évidemment une mécanique inflationniste. Ça, c'est une théorie des économistes. Néanmoins, la question du pouvoir d'achat, elle est directement liée aux pénuries d'emplois. Enfin, le Premier ministre, le Président de la République s'est déplacé à Lyon pour ce grand raout autour de la restauration, et tous les chefs d'entreprise lui ont dit « je trouve plus de salariés, on ferme les restaurants, on ne peut plus ouvrir le midi ». On les augmente ou on ne les augmente pas, ces salaires ? Qu'est-ce que vous en dites à la Fondation Concorde ? D'abord, je pense qu'il y a un paradoxe qu'il faut souligner, c'est que il y a une tension sur l'emploi parce qu'il y a à la fois un problème d'offre et de demande. Il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, le chômage, il n'a pas baissé. Il est passé à 8. Oui, il reste quand même extrêmement élevé.
Et en même temps, il y a des offres d'emploi qui ne trouvent pas de candidats. Donc il y a un petit peu l'offre et la demande ne se rencontrent pas. Ne se rencontrent pas. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème d'adéquation. On le savait, ça a été amplifié par la crise. Et il y a ce problème d'adéquation à la fois sur les emplois très qualifiés, notamment dans le monde de la technologie, et puis sur les emplois de proximité, moins qualifiés, peu ou pas qualifiés. On pense tout de suite à la restauration, l'hôtellerie, au bâtiment, etc., etc. La logistique. À la logistique. Et donc là, on peut se demander pourquoi. Alors des études ont eu lieu, même assez récemment, sur le fait que ces emplois étaient mal payés, qu'ils avaient une mauvaise image de marque, que le rapport au travail aussi ayant changé. Ça, c'est la crise Covid. Voilà, ils ont pâti de cette nouvelle relation au travail où les gens sont plus exigeants. Et puis ils sont restés chez eux, il faut le dire un peu cash. Voilà, il n'y a pas de télétravail quand on fait de la restauration, quand on est sur un chantier. Donc tout ça, sans doute, est important dans la compréhension du sujet. Concernant les salaires, bon, moi je vais mettre les pieds dans le plat. Oui, il y a des emplois qui sont à revaloriser. On en a parlé pendant la crise. Des secteurs, oui, pour le moins. Des secteurs entiers à revaloriser. Je rappellerai simplement qu'on a le record des prélèvements obligatoires des pays développés. Je vous attendais. Bah oui, mais bon, donc quand on parle d'augmentation du pouvoir d'achat, attention, il faut... En même temps aussi travailler sur il faut parler d'augmentation des revenus, mais pas simplement d'augmentation de salaire, parce que sinon, je pense que ça va être compliqué et que ça va ne faire qu'aggraver le problème, notamment des emplois peu qualifiés, où l'on sait que la France est spécialement handicapée dans sa concurrence mondiale. Benjamin Zimmer, c'est intéressant ce qu'ouvre comme porte Valérie Ounessian, parce qu'on n'est pas uniquement sur dire il faut augmenter les salaires, il n'y a qu'à Faucon. C'est un débat beaucoup plus profond. Est-ce que vous êtes sur cette ligne en disant quand on touche au salaire, il faut aussi toucher, je dirais, la structure, au modèle ? Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je pense qu'il n'y a pas que le salaire en termes de revenus. Il y a aussi à travailler sur nos dépenses au quotidien. On a certainement, chacun d'entre nous, chaque Français, des points d'amélioration sur notre consommation d'énergie, sur nos déplacements, sur... Plus vertueux. Oui, plus vertueux et peut-être aussi à gagner quelques euros, à renégocier ses contrats d'assurance, à ses garanties. Il y a énormément de sujets. Là, vous nous faites UFC que choisir. Non, je vous fais le discours d'entrepreneur que je connais très bien, dans le sujet notamment des retraités, parce que je travaille dans mon métier, c'est de diriger une alliance de marques. Et il y a plusieurs sociétés dont le métier, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités, en leur trouvant du travail pour compléter leur salaire, en leur permettant de revoir l'ensemble de leurs dépenses au quotidien. Nos charges courantes de la vie de toujours ont explosé depuis 10 ans. C'est clair. La téléphonie, par exemple. Et on s'est créé aussi des nouveaux besoins, avec des nouvelles dépenses. Bien sûr. Donc il y a plusieurs enjeux. Il ne faut pas juste ramener tout le débat à la rémunération et au salaire. Permettez-moi d'y revenir, et je donne la parole à Olivia Copin, mais quand on voit des logisticiens, c'est un mot un peu chic pour dire ce sont des gens qui prennent des colis dans des énormes hangars pour des sociétés qui sont des GAFA, pour le dire simplement. On cherche des routiers, on cherche des personnes dans les EHPAD. Ce sont des emplois difficile. Est-ce qu'il n'est pas utile, nécessaire, si on veut créer un peu de marque employeur, utilisons ce terme, les attirer? Ça me semble inéluctable. Enfin, même le Premier ministre Jean Castex a dit il faut que les branches s'en emparent très rapidement quand même. Oui, parce que je pense qu'au-delà en fait, du problème de l'offre et la demande, les causes, elles sont multiples, elles existaient déjà avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, elles ont été exacerbées par la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie désacralisation du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des emplois qui étaient déjà pénibles avant, mais notre rapport à cette pénibilité, le seuil de tolérance par rapport à ces conditions de travail, voilà, n'est plus le même. Mais oui. Et là, je pense qu'il faut un réel choc, en fait. Mais vraiment, une vraie prise de conscience dans ces secteurs-là, parce que évidemment, comme vous venez de le souligner, vous avez le salaire, mais vous avez aussi les conditions de travail, la maîtrise de son temps. La qualité de vie. La qualité de vie. Oui. Je prends un exemple tout simple, les coiffeurs n'arrivent pas à recruter. Voilà, il y a une pénurie aussi dans ce secteur-là. Vous regardez les chiffres, vous avez de plus en plus de coiffeurs qui se mettent en freelance. Il y a une explosion des coiffeurs à domicile. Pourquoi ? Parce que les jeunes qui arrivent sur le marché, ils veulent maîtriser leur temps, ce qu'ils font avec le freelance, et gagnent beaucoup mieux leur vie, et équilibrer le rapport vie perso, vie privée. Donc je pense qu'il y a des données économiques, mais il y a une vraie prise de conscience sociologique. Vous êtes d'accord ? Oui. C'est la révolution du travail, dans son rapport au travail. C'est très juste. Et il y a un exemple très concret. Je lisais justement que le secteur de l'hygiène et de la propreté avait augmenté les salaires, je crois, de plus de 3%. Et pourtant, ils ont toujours autant de mal à recruter. Ça veut donc bien dire que
la question de la revalorisation de ces travaux c'est pas que le salaire. existe indéniablement, et on le sait, on l'a vu pendant la crise sanitaire, notamment dans les professions de santé. C'est plus global. Mais c'est plus global, et ça c'est important. Un petit mot sur les pourboires, excusez-moi, parce que tout ça est un peu gadget. On est entré dans une année électorale, donc évidemment un président qui est au pouvoir... Ah bon ? Non, vous ne l'avez pas dit ? Non, on ne vous l'avait pas dit. Alors je vous informe qu'on va rentrer dans une année présidentielle. Non, pour être sérieux, le président de la République, évidemment, pour répondre au plus pressé, dit bon, on va défiscaliser les pourboires, parce que quand on fait une carte bleue, on fait un pourboire, mais on ne sait pas qui le récupère, tout ça est fiscalisé. Bonne ou mauvaise idée, gadget ou pas ? On ne va pas très au fond là. C'est dans l'air du temps. Ouais. En fait, on fait juste s'adapter dans le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, toutes les transactions, elles sont pratiquement que sur carte bleue. Voilà, donc, quand je fais un achat dans des magasins que je ne citerai pas, on me propose, voulez-vous donner 2 € à une association caritative, et on peut donner 2, 3, 10, 20. On peut le faire pour les pourboires. Voilà. C'est des mesures qui vont dans le bon sens. Ok, bon. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, gadget ? Oui, alors. On s'en fiche un peu ? Non, je dis complètement de gadget. Oui. Quand c'est relié à la revalorisation de ces emplois, on se fiche du monde. Il faut quand même être clair. Et 3, question de société sur la disparition du cash, qui reste quand même un petit espace de liberté. Peut-être, contre le débat progrès, mais c'est quand même un vrai débat, et je crois que cette anecdote permet de le reposer. En tout cas, je crois que c'est pas gadget, pas gadget. Pour tordre le cou à cette idée qui a été lancée comme ça au salon en disant allez, alors je précise que c'était une idée de l'UMI, donc c'est la fédération qui gère les restaurateurs, de 2018, puisqu'elle avait mis cette idée sur la table il y a déjà quelques années. Non, mais c'est une décision en tout cas qui c'est du bon sens. Après, effectivement, il faut pas que ça masque le débat de fond. C'est pas la générosité des clients qui vont améliorer les conditions de travail de la restauration. Encore une fois, on parle de professions où les gens n'ont pas de week-end, n'ont pas leur soirée. C'est très compliqué d'avoir une vie familiale. Sans parler de la violence qu'il y a au travail dans ces milieux-là. Je sais qu'il y a eu des affaires qui sont sorties dans ce secteur. Donc je pense que c'est une prise de conscience. Et à la fois l'action politique du gouvernement, mais aussi une prise de conscience de ces secteurs-là sur comment rendre les conditions de travail beaucoup plus acceptables. Et là, du coup, on pourra peut-être parler d'attractivité. Le chiffre, alors il y a un débat sur le chiffre qui n'est pas le même entre le MEDEF et la DARES. Il y a 264 800 emplois vacants au deuxième trimestre. Ça, c'est ce qui est annoncé par la DARES, qui est l'organisme d'État officiel. Mais le MEDEF, assez régulièrement, notamment à la REF, à l'hippodrome de Longchamp, il y a quelques semaines, disait on est à 500 000, on est à 600 000. C'est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de demandeurs. On est à près de 6 millions de demandeurs d'emploi, 5,9 millions, et ça ne se croise pas. Comment on fait pour créer cette employabilité ? Comment on réinvente ? On va en parler dans quelques instants dans la formation, mais comment on crée des passerelles ? Parce que c'est ça l'enjeu. Comment on fait pour faire passer quelqu'un d'un café-restaurant qui n'a plus envie d'y être à un métier de routier, à un métier d'auto-école, de formateur auto-école ? Alors moi, je n'ai pas la réponse à toutes vos questions. Par contre, ce que je peux constater, c'est que pendant le Covid, beaucoup de gens ont arrêté de travailler, se sont formés, et notamment ceux qui travaillaient dans la restauration, pour justement aller switcher sur d'autres métiers, etc. Donc déjà, de leur point de vue, d'eux-mêmes, ils l'ont fait. Moi, j'ai pas envie d'avoir non plus un discours trop pessimiste, parce que c'est très facile dans le contexte dans lequel on vit d'avoir un discours noir, surtout. Qu'il l'est pas économiquement, il faut le dire. Les chiffres sont plutôt bons sur le plan européen. Oui, exactement. Et je pense que justement, face à une crise, c'est un enjeu considérable pour faire du progrès, améliorer les choses. Nous, c'est le combat. Vous dites que c'est le moment, en fait, là. C'est exactement le moment. C'est le combat qu'on a tous les jours chez Entreprises et Progrès, de faire justement en sorte de rebondir sur des crises pour créer du progrès. Et là, il y a du progrès social. Alors, il y a des salaires, peut-être à revoir. Mais il y a du dialogue social. Alors, on se met autour de la table, on discute. Et puis plein d'avantages. Il y a plein d'avantages. Il y a plein de services qu'on peut rendre aux employés sans leur demander, sans leur verser un salaire. Ils peuvent avoir énormément d'avantages, notamment dans les comités d'entreprise. Et ça, c'est des salaires entre guillemets déguisés. En tout cas, des formes de rémunération qui vont pouvoir les aider. Qui contribuent à une forme de qualité de vie ou de bien-être au travail. Vous êtes d'accord ? C'est pas que de l'euro. Encore que je remets dans le contexte ces augmentations énergétiques. Pour ceux qui chauffent au gaz, pour ceux qui sont à l'électricité, on voit des augmentations de 20%. Ça va quand même peser sur le pouvoir d'achat des ménages. À un moment donné, les salariés vont quand même aller voir leur chef d'entreprise en disant
il faudrait quand même m'aider. Avec cet argument-là, d'ailleurs. Hein. Tout à fait, oui. Et je pense qu'aujourd'hui, travailler, oui, mais pas à n'importe quel prix. Donc, vous avez le salaire, vous avez les conditions, vous avez le ratio vie privée, vie perso. Et là où je rejoins complètement, c'est que la racine grecque du mot crise, c'est solution. C'est-à-dire, justement, en fait, c'est parce qu'il y a une crise, comme il y a eu la crise de Covid, et ça a été un accélérateur sur la transition écologique, sur des sujets, sur le climat, qui sont extrêmement importants. Et c'est inquiétant. Évidemment. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Et pareil, je pense que cette crise-là, qu'on est en train de vivre sur cette pénurie, enfin, on va en parler sur ce plan qui va être, cet investissement qui va être fait de masse sur la formation. La crise, c'est aussi l'occasion de, comme on est au pied du mur, il faut agir et ça peut être bénéfique in fine. Basculons sur ce qu'a annoncé à Châtellerault le Premier ministre avec Elisabeth Borne sur ce grand plan de formation, 1,4 milliard. Vous allez me dire, on est en campagne présidentielle, le président ouvre le chéquier, c'est ça que je le vois dans vos yeux. Oui, mais ou non. Oui, de toute façon, oui, mais en l'occurrence, je pense qu'investir dans la formation, c'est investir dans l'avenir du pays. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. À condition que ce soit fait correctement. Sur le plan d'investissement, la Cour des comptes a eu quelques mots pour critiquer les modalités de mise en œuvre. Donc, comme souvent, l'intention est là et elle est louable. L'argent est là et il est mobilisé, et tant mieux. Nous, ce qu'on attend du côté des entreprises, c'est évidemment que ce soit mis en œuvre d'une manière efficace, transparente, concertée. Et c'est peut-être là-dessus que les choses restent à... Les entreprises, dans la réforme de la formation, ont perdu une partie de leur autonomie. Et absolument. Et donc, évidemment, repris par des organismes tutélaires. Et la demande de formation est très, très forte. À la SFAF, on a une académie de formation avec notamment le diplôme référent européen en matière d'analyse extra-financière sur l'ESG, qui est un des grands domaines dont on parle énormément. La demande, elle est exponentielle. Donc, et il y a eu, je trouve, une bonne communication autour des comptes de formation professionnelle. Et je crois que la crise a été en effet très propice à cette interrogation de chacun sur comment je me forme pour demain être... Benjamin Zimmer, Olivia Copin, ce chiffre, parce qu'on en parle beaucoup sur ce plateau, je reste un peu accroché à cette idée des fameux chômeurs de longue durée de plus de 50 ans, voire même de plus de 55. Il n'y a que 50,3% des inscrits à Pôle emploi qui sont des chômeurs de longue durée. Et il y a près de la moitié des plus de 55 ans qui sont inactifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de travail. Le plan évoque l'idée quand même de mettre un coup de pouce et d'aider les entreprises qui embauchent, faire la même chose que pour les alternants jeunes, le faire aussi avec le même dispositif d'aide fiscale, d'accompagnement. Est-ce que vous soutenez cette idée? L'idée que des deux bouts de la chaîne, il faut que nos seniors soient encore dans l'entreprise, parce que ce n'est pas le cas. Évidemment, surtout que là on ne parle pas d'un sujet, mais ça va bientôt arriver, de la réforme des retraites, et qu'on va travailler plus longtemps. 1er octobre, enfin, retraite et assurance chômage 1er octobre. Donc le sujet, il est évidemment présent et il faut le travailler. 67 ans, vous avez vu Édouard Philippe. Oui, mais de toute façon c'est assez logique. Enfin, notre espérance de vie a gagné en 40 ans énormément d'années, donc c'est assez logique qu'on travaille de plus en plus longtemps, peut-être d'une manière différente. Mais pour revenir sur le chômage des seniors versus le chômage des jeunes, pour moi c'est pas le même problème. Quand vous êtes jeune, vous êtes mobile. Quand vous êtes senior, que vous avez construit votre vie, que vous avez 3 enfants, on est là. Et que vous avez votre maison et toutes les dettes qui doivent s'accumuler avec tout ça, vous ne changez pas de vie aussi radicalement. Donc, et puis l'emploi, s'il n'est plus là, il n'est plus là. Donc il y a un vrai travail. Non mais excusez-moi, il y a une pédagogie de l'entreprise, excusez-moi de le dire, ça fait 30 ans ou 20 ans que je fais des débats, 20 ans où c'est toujours un peu la même histoire. À 50 ans, vous êtes vieux et on vous lourde. La grande hypocrisie. On est d'accord. C'est la plus grande hypocrisie, tout ça. Et moi, je trouve que la vraie discrimination aujourd'hui, il y en a plusieurs malheureusement, mais celle dont on ne parle jamais, c'est la discrimination liée à l'âge. À l'âge, bien sûr. Elle est épouvantable, elle est aussi bien homme que femme, elle est non dite. Elle est implicite. Et moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette hypocrisie-là. On vous traite de senior à partir de 45 ans, 55 ans. Ça dépend des normes. Chez Pôle emploi, c'est à partir de 45 ans. C'est glaçant, ce qui est quand même abominable. Et alors, à 55 ans, je ne vous en parle pas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce c'est un plan d'accompagnement chez la retraite. À la fois d'autocensure chez les personnes qui ont atteint ces âges-là. Et qui s'y attendent. Et de discrimination dans les entreprises. Olivia Copin,
un mot, parce que Oui. une fois qu'on a fait le diagnostic, on se dit tous qu'effectivement, il y a une hypocrisie sur le sujet, qu'on le sait depuis 20 ans, que les seniors se retrouvent dans une situation catastrophique parce qu'ils ont des enfants aux études, parce qu'ils doivent continuer à accompagner, évidemment, parfois leurs parents et que leur situation se dégrade. On fait quoi? L'État s'en mêle, fait des mesures fiscales, crée des normes contraignantes. On en est toujours sur les mêmes sujets, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse le marché s'organiser? À un moment donné, je pense qu'il y a un vrai quand même sujet politique. Ces gens-là, il faut aller les chercher. Comme vous disiez justement, en plus, on parle de très jeunes seniors. Enfin là, on marche un peu sur la tête quand vous imaginez. Surtout quand on a à 50 ans, autour de 50 ans, au contraire, on a toute cette expérience-là. Mais oui, à valoriser. À valoriser. On est habile, on est expert sur beaucoup de sujets. Donc, et c'est à ce moment-là qu'on vous dit, écoutez, vous coûtez trop cher. Tout ce jus de cerveau, cette matière grise, elle est inexploitée. Évidemment que la politique, il faut qu'il y ait une action politique sur ces sujets-là. Il faut aller chercher ces personnes-là, les former sur d'autres domaines, les accompagner, parce qu'on ne peut pas... Vous savez, vous avez un pays, il a deux jambes. Vous avez la jeunesse et puis... les deux bouts de cette chaîne, quoi. Oui. Voilà, donc pour marcher bien, il faut... Mais c'est aussi une stratégie d'entreprise. Benjamin. Le groupe dans lequel je travaille, le groupe WeCare, on a cette volonté, parce que localement on fait du service à la personne, d'aller chercher les gens qui peuvent faire le service à la personne. Et ça peut être effectivement des personnes de plus de 45, de plus de 50 ans. Donc là, il y a de l'activité et il y a de l'emploi. Après, se posent d'autres questions, mais la montée en charge, la montée en compétences, la formation, c'est des sujets qui sont, nous, au cœur de nos activités. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse. C'est pas que dans les services à la personne, mais dans toutes les activités où finalement, il y a un rapport d'humain à humain, où cette stratégie est en pleine croissance. Il y a des sociétés, des plateformes web qui se sont spécialisées sur le recrutement des seniors comme Tipeee Job. Donc il y a énormément de sujets qui sont on les a reçus. Qui sont très intéressants. Avec le débat, pour conclure quand même, Valérie Ohanessian, qui est le débat du salaire. Parce que très souvent, le RH ou le manager dit mais il me coûte trop cher, en même temps j'ai des jeunes qui me coûtent moins cher. Il y a aussi des logiques économiques contre lesquelles peut-être la puissance publique pourrait lutter. Parce qu'il y a un débat économique. Si on se sépare d'autant de cadres ou de seniors, c'est parce que, pour en tout cas le directeur financier, elles ont un coût pour l'entreprise. Oui, moi je suis libérale, je crois à la loi du marché. Donc il y a un moment donné, l'État ne va pas non plus se substituer à l'entreprise pour définir une politique de ressources très humaines. Présent l'État, Valérie Ohanessian, sur tous les sujets. Vous avez vu, il est quand même très... voilà, il y a la question du salaire. Il y a aussi, je pense, une question culturelle. Parce qu'il y a des seniors qui pourraient accepter à un moment donné peut-être de gagner un peu moins, mais de conserver un emploi. Enfin, je veux dire, la question ne se pose jamais en ces termes. C'est le CIP senior, quoi. Il y a quand même une approche culturelle qui, aujourd'hui, antagonise les jeunes et les seniors, la tech et les seniors. Et l'accompagnement au fil de la vie aussi, de la formation, voilà. Pour en venir au plan de Castex. Voilà, un senior et un junior ne sont pas substituables. Même deux juniors et un senior... Non, ça ne fait pas, un senior. Ça ne crée pas la même valeur. Bien sûr, je suis d'accord. Ça sera le mot de la fin. Benjamin, je rejoins ce que le mot de la fin. De dire, mais ce que je pense aussi, c'est qu'on peut aussi inciter sur l'intéressement les salariés. Donc peut-être que dans certains secteurs d'activité, la rémunération des salaires est complexe. Oui, par contre, on peut trouver d'autres incitations à avoir plus de revenus. On en revient au pouvoir d'achat. Il va falloir réfléchir à tous les dispositifs qui existent, intéressement, participation. Et à notre tout ça existe. Une manière de consommer. Voilà, tout ça est très gaulliste, puisque ça sera aussi un des thèmes de la campagne présidentielle, le rapport au fameux général de Gaulle. Qu'en reste-t-il? Merci Valérie Ohanessian, directrice générale de la Société française des analystes financiers, la SFAF, et administratrice de la Fondation Concorde. Merci à Olivia Copin, vous êtes CEO de Just Business, et merci à Benjamin Zimmer, directeur délégué Silver Alliance, et vous êtes le vice-président d'entreprise et progrès. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Amélie Favre-Guittet nous donne peut-être quelques souvenirs, anecdotes des boulettes qu'il ne faut pas commettre en recrutement. Vous savez, quand on serre trop fort une main, l'erreur fatale, elle nous en parle.